Je me présente, Nathalie Adel, du coup je suis responsable commerciale pour la partie ouest et nord de France pour la société donc Oxford Nanopore. Je vais vous parler un petit peu de Long-Read. Donc rapidement, comment fonctionne le séquençage nanopore, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Nanopore, comme le nom de la société l'indique, ça fonctionne sur les nanopores. Donc ce sont des petites protéines qui vont former un canal qui va permettre de relier deux systèmes qui sont séparés par une membrane synthétique. Sous cette membrane synthétique, on applique un courant électrique et l'intégration de molécules d'acide nucléique va perturber ce signal électrique de façon spécifique. Donc chaque base peut être identifiée de façon spécifique. Et la perturbation de ce signal électrique va être transformée en information biologique lors de l'étape du base calling. Au niveau de la préparation de librairie, c'est très simple. La seule étape qui est nécessaire de réaliser, c'est l'intégration d'une protéine motrice, ici représentée en violet, pour stabiliser les fragments d'acide nucléique et réduire la vitesse de translocation. Sans cette étape-là, les molécules passeraient trop vite dans le pore et le base calling ne pourrait pas être effectué. Il faut savoir que sur les fragments d'acide d'ADN, la vitesse de translocation est de 400 paires de bases et plutôt autour de 130 paires de bases pour l'ARN. Donc c'est une technologie qui va permettre aux utilisateurs de travailler sur les acides nucléiques directs, que ce soit de l'ADN ou de l'ARN, donc ce qui va permettre d'éviter tout ce qui est biais de PCR notamment. Ça permet également aux utilisateurs d'accéder à l'information des bases modifiées, telles que la méthylation, sans préparation supplémentaire de librairie et donc sans coût supplémentaire. L'autre avantage de la technologie, c'est que c'est une technologie agnostique en termes de longueur de séquençage. Donc vous allez pouvoir travailler sur des fragments de 20 paires de bases jusqu'à 4 mégabases, obtenus pour certains utilisateurs. Et pour finir, cette technologie permet également d'accéder aux données en temps réel au fur et à mesure du run de séquençage. Donc rapidement, quelques exemples d'application de la technologie nanopore dans la caractérisation de variants structuraux. Donc ces résultats ont été obtenus par une équipe lilloise et je remercie également Jade pour le partage de ces données. Donc rapidement, la méthodologie utilisée par l'équipe classique, extraction d'ADN génomique, QC sur TapeStation, une préparation de librairie nanopore et un séquençage sur le prométhion 2 intégré et une analyse des données. Donc pour l'exemple numéro 1, il s'agit d'un enfant présentant un retard psychomoteur avec fente labiopalatine présente. Le séquençage en short read du génome a permis l'identification d'une duplication dans le gène STAC2, donc gène impliqué dans l'holoprosencéphalie, les syndromes liés à l'X et gènes identifiés comme pathogènes. Le séquençage en Long-Read a permis la confirmation de ce diagnostic avec la présence en effet de cette duplication directe, une augmentation de la couverture de séquençage visible sur IGV et 2 sites de mapping séparés par 300 kilobases. En bas, donc l'observation en génome ribbon a également confirmé la présence de cette duplication. Dans le cas numéro 2, le patient présente une surdité, un syndrome très spécifique de Shudley-McCullough. Le séquençage en génome a permis l'identification d'un variant structural au niveau du gène GPSM2. Ce variant était préalablement identifié comme pathogène, mais la présence de ce variant seul n'expliquait pas le syndrome autosomique récessif. Par ailleurs, le patient a également été envoyé en karyotype, mais celui-ci est revenu négatif. Donc l'équipe a complété en fait l'investigation par un séquençage nanopore en choisissant en fait la technique d'enrichissement qu'on appelle l'adaptive sampling, notamment au niveau de la région du gène GPSM2. Donc c'est ce qu'on voit ici sur la vue en IGV, avec à droite un fort enrichissement de la région d'intérêt, ici avec les reads qui sont conservés par la technologie nanopore, et ici la présence du génome en low pass, sans enrichissement, qui vous permet également d'avoir accès à ces données de génome en low pass. Sur une vue sur génome ribbon, l'alignement en fait, des reads a permis l'obtention de reads chimériques, avec notamment la présence d'un variant structural plus complexe, impliquant les chromosomes 1 et 9. Et en fait, l'équipe a pu démontrer qu'il y avait une insertion de 2900 paires de bases du chromosome 9 au sein du chromosome 1, et spécialement dans le gène GPMS2.
Donc l'hypothèse formulée par l'équipe, c'est l'insertion d'un pseudo-exon causant l'apparition d'un décalage du cadre de lecture et l'apparition d'une protéine tronquée. Le cas du patient 3, donc le dernier patient, présente une déficience intellectuelle sévère, identifiée donc sur le séquençage génome en short read par une duplication donc au niveau du gène MED13L. Donc ce gène est très largement connu pour son implication dans les déficits mentaux, avec notamment de nombreux variants MED13L identifiés. Néanmoins, cette duplication particulière n'avait pas été préalablement décrite au sein de Decipher. Par ailleurs, cette duplication a été référencée directement pathogène. Toutefois, l'équipe avait émis un doute assez important, notamment parce que le phénotype du patient ne collait pas tout à fait avec la clinique du syndrome MED13L. Donc l'alignement des reads finalement sur IGV a permis à l'équipe également de démontrer que cette duplication était située dans une région 3' UTR et comportait que des régions non codantes. Et elle a donc permis à l'équipe de déclassifier finalement ce variant initialement prévu comme pathogène en variant bénin. Donc je remercie une nouvelle fois l'équipe du CHU de Lille et de l'Université de Lille pour le partage de ces informations.